Bonjour à tous, je suis Christophe Cressan, cofondateur et directeur général d'Agilitest. Je vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui pour aborder un sujet qui devient de plus en plus d'actualité et donc qui est l'automatisation des tests et sa mise en œuvre dans des équipes et des projets. Nous allons noter vos questions et nous répondrons à la fin de la présentation. Alors, pourquoi automatiser? L'automatisation devient incontournable pour plusieurs raisons. Les débordements en coûts et délais de certains gros projets développés en cycle en V poussent les équipes à remettre le client au centre de la définition du produit, et cela a conduit à la mise en œuvre des méthodes agiles. Ces méthodes apportent beaucoup de gains sur les projets, mais exigent de livrer régulièrement de la valeur et donc des logiciels à ses clients. Logiciels qu'il faut valider, et donc, vous l'aurez compris, dans ces conditions, la validation manuelle n'est plus envisageable. Nous avons aussi la démocratisation des logiciels et notamment des applications qui a remis la qualité au centre des luttes concurrentielles et nous a habitués à exiger des livraisons régulières d'évolution sans aucun bug, sous peine de désinstallation définitive. L'expérience utilisateur UX ou expérience client CX, elles aussi au centre des luttes concurrentielles, imposent maintenant de définir des logiciels qui sont parfaitement adaptés aux besoins des clients et cela exige une validation métier de haut niveau. On ne valide plus seulement les fonctions qui sont présentes dans le logiciel, mais plutôt une vraie expérience utilisateur. Pour les gains sur les projets, être informé d'un bug le plus tôt possible réduit son coût final et donc les gains de développement, de validation et de support client dans certains cas. Pour avoir du temps pour la validation métier, des textes exploratoires et travailler sur l'UX et le CX. Alors la situation idéale, dans le cas du déploiement d'Agilitest, notre stratégie est de conseiller à nos clients d'automatiser le plus de scénarios, tests unitaires ou fonctionnels possibles, au fur et à mesure des développements et de considérer que la totalité de ces tests peut être utilisée comme test de non-régression avec un rejeu régulier. À partir de cette situation, nous considérons que les équipes sont en mesure de délivrer leur logiciel à tout moment. Nous préconisons aussi de réaliser un test de non-régression pour toute correction de bug, surtout s'il a été remonté par un client. Ensuite, ces tests doivent être rejoués régulièrement, soit en utilisant Agilitest, soit en les intégrant à un système d'intégration continue, comme Jenkins par exemple. Nous avons un tutoriel sur le sujet, et je vous rappelle que rejouer des tests générés avec Agilitest est totalement gratuit puisque le langage ATS est sous licence libre. Finalement, les gains obtenus vous permettent de vous focaliser sur le métier, échanger avec les product owners et les développeurs, faire des tests complémentaires. Alors, pourquoi c'est difficile? Il y a plusieurs choses qui peuvent freiner votre passage à l'automatisation des tests. D'abord, on pense que la réalisation des tests automatisés est réservée aux développeurs, et c'est le cas pour la majorité des outils disponibles sur le marché. Il faut savoir développer, et la formation est généralement assez lourde. Ensuite, comment s'organiser avec les équipes? Si les testeurs font moins de tests manuels, que vont-ils faire? Comment faire travailler les équipes ensemble pour spécifier les tests qui devront être réalisés par les développeurs? Et généralement, ça requiert donc un changement d'organisation. À ça va pouvoir se greffer un problème d'outils, peu productif, lourd à apprendre, peu fiable et générant des tests peu robustes. On a peur de passer plus de temps à analyser les échecs de tests automatisés et maintenir les tests que de les rejouer manuellement. Enfin, il peut y avoir un problème de culture. On passe d'une organisation développeur-testeur séparée à un peu plus de coopération et ça va dans le bon sens, mais est-ce que les équipes sont prêtes et est-ce qu'il faut passer à l'agilité? Alors pourquoi c'est possible? Agilitest, c'est un seul outil qui vous permet de faire l'ensemble de vos scénarios de tests fonctionnels. Les principes fondateurs d'Agilitest sont les suivants. L'outil permet de générer rapidement des tests. Les tests sont robustes, peu de flaky tests et donc peu d'analyses récurrentes. Les analyses sont rapides grâce aux rapports qui sont générés, notamment les rapports vidéo. La maintenance est simple puisqu'on peut exécuter et modifier un test en même temps et à n'importe quel endroit. L'outil est dédié aux testeurs qui ne connaissent pas le développement. Il est donc évidemment accessible aux développeurs. Et l'intégration du rejeu de tous les tests d'un projet se fait dans Agilitest comme en intégration continue très simplement.
Et donc, il est possible de passer à l'automatisation sans modifier son organisation. Les testeurs vont remplacer leurs tests manuels par des tests automatisés qu'ils vont faire eux-mêmes. Ça vous permet de lancer très rapidement un projet pilote et de repousser à plus tard les évolutions et les modifications de vos projets, évidemment qui seront positives, hein, puisque vous allez revaloriser le métier de vos testeurs, vous aurez moins de pression lors des sorties des versions et plus de temps libre pour travailler sur des aspects complémentaires. Alors, je vais vous présenter trois situations types qui sont des organisations et des projets que nous rencontrons régulièrement lors de nos contacts clients. Il s'agit donc de cas concrets et pour chaque cas, nous allons partir d'une situation et détailler quelles sont les directions possibles pour aller vers les tests automatisés et quels vont être les gains espérés et les évolutions positives. Alors évidemment, les situations que je vais vous présenter peuvent ne pas correspondre exactement et donc ne pas s'appliquer à vos projets pour diverses raisons, mais nous pourrons échanger de manière plus personnelle si vous en avez envie par la suite. Chaque organisation doit se créer son propre modèle de fonctionnement. C'est une question de culture d'entreprise et ça dépend de beaucoup de facteurs, évidemment. Alors le premier projet que nous allons voir, c'est un projet de type Waterfall cycle en V, avec alors c'est un projet très classique, hein, c'est des projets qui existent encore très couramment, avec un cycle de spécification, de développement et de validation qui aboutit à une livraison finale. Dans certains cas, nous pouvons même envisager plusieurs livraisons successives pour un même projet, mais sur des cycles qui sont quand même relativement longs. Ensuite, il y a un type de projet que j'appellerais projet agile partiellement automatisé, c'est-à-dire que euh, les testeurs et les développeurs ont commencé à travailler ensemble sur de l'automatisation, mais n'ont pas systématisé l'automatisation des scénarios qui sont réalisés, ce qui va conduire donc à une phase de stabilisation qui reste importante à la fin du projet avant de pouvoir délivrer à son client. Alors bien évidemment, en cours de projet, on est capable de délivrer des versions intermédiaires des logiciels et ça commence à faire participer un petit peu plus le client aux délibérations sur les évolutions possibles du projet. Et alors le troisième type de projet, c'est un projet en livraison continue agile avec des livraisons régulières et un ensemble de tests automatisés qui est optimisé. Bien évidemment, il peut rester un petit peu de validation manuelle à la fin, au moment d'une livraison d'une version qui peut être importante. Alors le premier projet, c'est Waterfall ou cycle en V, avec évidemment une validation des nouveautés au fil de l'eau et une validation de non-régression à la fin des développements. On peut partir généralement sur 2 ou 3 itérations annuelles. Généralement, les tests et la validation sont séparés des développements, des product owners et des archives fonctionnelles. Je dirais physiquement, en fait, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, mais aussi en termes de planning de réalisation des activités, avec une activité de stabilisation importante avant la livraison. Et dans certains cas, on peut même remarquer que des sociétés font participer les services annexes comme le marketing et l'avant-vente à la validation finale des logiciels. Généralement, il y a peu ou pas de tests unitaires, très peu de tests fonctionnels automatisés, donc la plupart sont manuels. Les scénarios métiers, les tests exploratoires sont réalisés mais non systématiques, avec souvent des gros plans de tests manuels qui sont très complexes et très documentés. Dans certains cas même, on peut uniquement se baser sur la connaissance de certains domaines du logiciel par quelques testeurs uniquement. Alors l'intégration continue est souvent orientée uniquement construction du logiciel et manuel. Et les principaux problèmes que nous pouvons identifier sont souvent trouvés en fin de cycle avec la découverte de bugs qui ont été générés bien avant. Les équipes de validation sont sous pression pour livrer le développement pour corriger les bugs qui seront découverts. Tout ça va générer aussi une rupture du flux de travail puisqu'en fait les testeurs vont tester la version N, les développeurs sont déjà en train de travailler sur la version N+1. Donc ça va engendrer des tensions entre les équipes et des difficultés à maîtriser le calendrier et la qualité.
On peut remarquer aussi une charge de travail de validation qui est importante, et pas valorisante, puisqu'il s'agit de rejouer des tests de scénarios manuellement, avec une augmentation qui est inéluctable de la charge de validation de non-régression au fur et à mesure que vous allez ajouter des fonctionnalités à votre solution. Et donc, vous aurez de plus en plus de difficultés pour faire des scénarios métiers ou exploratoires. Alors, quelles vont être les actions à mettre en œuvre en priorité? Premièrement, concernant les tests unitaires, évidemment, il faut une mise en œuvre systématique, hein. Ils sont réalisés par les développeurs et essayer de couvrir à peu près 100% des méthodes et 80% du code. Ça, c'est le b.a-ba, il faut commencer par ça. Ensuite, vous pouvez faire des tests fonctionnels automatisés en rationalisant donc les plans de tests manuels que vous avez. Vous pouvez avoir une grosse base de tests et une dette technique importante. Et donc, vous allez identifier les tests que vous souhaitez conserver parce que vous aurez souvent de la redondance dans ces tests. Donc, faites une analyse de vos tests et ensuite mettez en œuvre un plan d'automatisation sous forme de task force pour réaliser ce qu'on va appeler nous le end-to-end process et qui représente 20% des tests pour 80% des fonctionnalités qui sont utilisées par les clients le plus souvent possible. Il faut aussi systématiser le rejet automatique des tests de façon régulière et puis prévoir ensuite un plan de migration régulier des tests fonctionnels pour réduire dans le flux des développements les tests manuels qui vont devoir être aussi migrés pour être parfaitement complets. Dans le tas, évidemment, vous aurez des tests manuels que vous ne pourrez pas automatiser, qu'il faudra conserver en bout de chaîne pour les réaliser pendant les phases de stabilisation. Alors, quels sont les bénéfices apportés par l'utilisation d'Agilitest? Premièrement, vous n'aurez pas à vous réorganiser, les testeurs vont pouvoir automatiser les tests et vous aurez une augmentation significative de la productivité et donc des gains en temps libre pour vos équipes pour pouvoir faire des tests de plus haut niveau. Mais aussi des mises en œuvre nouvelles. Par exemple, vous pouvez très bien automatiser les tests de non-régression pour tous les bugs qui sont corrigés par les équipes de développement et aussi développer des tests pour les nouvelles fonctionnalités qui seront réalisées par les développeurs avec donc une proximité de plus en plus forte des testeurs et des développeurs. À ce niveau-là, la dette de validation va commencer à reculer. Alors la situation type 2 que nous avons aussi rencontrée, c'était un projet agile avec des itérations environ 12 fois par an et des livraisons moins fréquentes évidemment. Les équipes de test et validation étaient intégrées en plateau autonome avec des représentants du marketing ou des architectes fonctionnels, des product owners et de l'UX design. Tout le monde travaillait avec des tickets user story qui étaient déposés sur des Kanban et travaillait donc avec des poker planning et de l'analyse des vélocités et donc des équipes aussi dédiées pour la correction des bugs, la maintenance et l'automatisation des tests. Alors on voit déjà que c'est des équipes qui sont séparées des équipes plateau puisqu'en fait dans certains cas les gens qui savent automatiser les tests n'ont pas la capacité à spécifier ces tests, donc ne sont pas sur des plateaux. Et les gens qui sont des testeurs sur les plateaux n'ont pas la capacité d'automatisation des tests. Et donc ça impose d'avoir une équipe plus ou moins dédiée pour automatiser ces tests. Alors les tests unitaires étaient plutôt bien réalisés et couvrant bien le code. Avec un ensemble de tests automatisés et manuels, puisqu'en fait on n'avait pas la capacité à automatiser l'ensemble des scénarios. Il faut qu'il y ait un transfert fonctionnel entre les équipes de tests plateau et les équipes de réalisation des tests automatisés, ça prend du temps. Et donc la totalité des tests n'était pas réalisée en automatique. Et donc toujours beaucoup de difficultés pour réaliser des scénarios de tests métiers et des tests exploratoires. Et donc des tests manuels liés au user story, Epic, aide d'automatisation, donc réalisés par des équipes dédiées. Souvent, on peut remarquer aussi des outils de gestion de plans de test et de déroulés opératoires, par exemple Squash, Xqual ou Refertest, qui permettent de gérer l'ensemble des tests manuels ou automatisés.
Alors dans ces cas-là, en intégration continue, nous avions un build régulier midi et soir et un rejeu des tests automatisés avec un sous-ensemble de tests qui étaient rejoués entre midi et 2, qui étaient les tests principaux de nos régressions. Et donc les problèmes qu'on peut encore identifier dans ce genre d'organisation, c'est une charge de réalisation et de maintenance des tests automatisés qui peut être encore importante, avec encore de nombreux échanges entre les équipes de validation et développement qui réalisent les tests pour bien s'entendre sur le fonctionnel qu'il faut couvrir. Et donc des difficultés pour couvrir l'ensemble des fonctions de l'application et encore donc une phase de stabilisation nécessaire avec un ensemble de tests manuels qui reste important et nécessaire. Et donc des difficultés pour produire des versions à la demande. Alors les priorités de mise en œuvre, dans l'équipe de développement, il y a déjà un ensemble de bonnes pratiques, mais on peut aussi envisager de mettre en œuvre des outils d'analyse statique et dynamique de code qui vont faciliter l'analyse des problèmes du code et réduire la génération de bugs. On peut aussi augmenter le nombre de tests fonctionnels automatisés. Alors si on maintient les outils en place, on peut augmenter la taille de l'équipe qui réalise et maintient les tests automatisés. On peut travailler aussi avec l'intégration continue pour avoir un statut régulier plus complet et donc permettre des livraisons plus régulières, même si, bien évidemment, il reste des tests manuels en grand nombre pour faire une livraison finale. Alors les bénéfices apportés dans ce genre d'organisation par Agilites, c'est évidemment la suppression ou les engagements des technologies d'automatisation qui génèrent beaucoup de charges de maintenance. Vous allez pouvoir aussi mettre en œuvre une politique de migration de certains tests automatisés et de vos tests manuels. Alors concernant les tests automatisés, dans certains cas, s'il y a peu de maintenance, il vaut mieux les conserver si vous en avez la possibilité. Vous allez pouvoir aussi désengager votre équipe de développement qui réalise les tests et cibler plutôt une organisation en plateau autonome qui vont être capables eux-mêmes de générer leurs propres tests. Puisqu'en fait les testeurs de ces plateaux vont avoir la capacité de faire des tests. Et donc ça vous permettra aussi d'avoir une couverture systématique des corrections de bugs, puisque à ce moment-là, vous allez exiger de vos développeurs qu'ils corrigent eux-mêmes les bugs qu'ils ont générés, ce qui n'est pas forcément toujours le cas si vous avez une organisation orientée plus maintenance. Alors les effets à court et moyen terme, vous allez avoir une augmentation de la visibilité de la qualité de vos logiciels. Vous allez diminuer les prises de risque à sortir des versions et donc aussi diminution d'une charge de travail de stabilisation avec une possibilité de livraison plus régulière. Et donc vous pourrez remettre vos clients au centre de la définition de votre produit et vous aurez des retours sur les fonctionnalités beaucoup plus rapidement. Vous allez aussi, bien entendu, diminuer la charge de maintenance qui consiste à maintenir les tests automatisé, puisque je vous le rappelle, Agilitest ne génère que très peu de flaky tests, voire pas du tout. L'analyse des causes d'échec des tests est facile avec les vidéos et les PDF. Et nous avons un locator qui est très peu sensible aux évolutions du code et qui vous permettra de cibler de façon chirurgicale les composants sur lesquels vous intervenez. Et donc vous aurez aussi la capacité de réaliser des opérations de maintenance rapide avec l'éditeur en mode exécution, modification. Alors le troisième projet, c'est un projet full agile avec des itérations courtes de 1 à 2 semaines maxi et des livraisons à la demande. En termes d'organisation, les équipes de test et de validation sont intégrées dans des plateaux autonomes avec des représentants du marketing et de l'UX design. Et tout le monde suit des tickets de user story sur des Kanban avec tout l'attirail qu'on peut trouver pour les projets agiles, c'est le poker planning, l'analyse des vélocités des équipes et de l'amélioration continue. En termes de pratique de test, les tests unitaires sont réalisés par les développeurs et couvrent correctement le code. Les tests fonctionnels sont automatisés et on accepte certains tests manuels sur dérogation quand on ne peut pas faire autrement. Et par contre, on organise régulièrement des sessions exploratoires pour faire des vrais scénarios métiers avec des données anonymisées des clients.
L'automatisation est réalisée par des testeurs qui sont intégrés au plateau et donc qui font des tests pour chaque épique. On n'a pas gardé la granularité de la user story. Et donc cette organisation nous permet de nous débarrasser du plateau de réalisation des tests automatisés qui était un peu problématique. L'intégration de la réalisation des tests est faite dans les Kanban. Et on rajoute une colonne dans le Kanban pour la réalisation des tests juste avant la definition of done. Voilà, et donc de façon systématique, toutes les user stories sont couvertes par des tests automatisés et on peut même envisager une refonte des tests automatisés legacy lors des refactos lorsque la solution utilisée précédemment génère beaucoup de maintenance et des tests de non-reg évidemment pour chaque bug fixe. En termes de gestion des plans de test, les équipes sont équipées d'outils qui permettent de suivre les déroulés opératoires des tests, voire de lancer les tests automatisés. Elle s'oriente aussi vers des tirs de performance, voire même des sessions de ressenti pour tester de nouvelles fonctionnalités. En termes d'intégration continue, elles mettent en place des builds réguliers, midi et soir, avec le rejeu des tests automatisés. Et la génération des installeurs est mise à disposition sur les serveurs d'accès, peut elle être aussi automatisée. Alors les principaux problèmes identifiés, au final, bah, c'est ceux qu'on va découvrir au fil de l'eau, mais on peut considérer que la situation est optimale. Tout ce qui peut être automatisé a été fait par les équipes. Les testeurs ont plus de temps pour réaliser des activités de haut niveau, mais aussi travailler main dans la main avec les PO et les développeurs. Et puis nous avons réduit au strict nécessaire la phase de stabilisation qui permet de sortir une version. Alors à ce niveau-là, quelles sont les priorités de mise en œuvre? Concernant les tests unitaires, il faut continuer de les systématiser et aussi mettre en place des pratiques d'amélioration continue liées à la qualité logicielle, notamment des refactos réguliers du code. En termes de tests fonctionnels, il faut continuer la systématisation et notamment l'automatisation de toutes les user stories pour pouvoir les traiter comme des plans de non-régression. Vous pouvez aussi travailler sur les données qui vont vous permettre d'apporter de la profondeur à vos scénarios fonctionnels. Et vous pouvez aussi lancer des campagnes de tests spécifiques avant commit. Par exemple, si vous avez impacté le fonctionnement sous IE, vous pouvez lancer une non-reg sur IE. Concernant les tests exploratoires, vous allez pouvoir les mettre en œuvre de façon systématique avec des échanges réguliers entre les testeurs, les product owners et les développeurs sur les fonctionnalités et identifier des vrais scénarios métiers utilisés par vos clients pour faire une vraie validation métier. Dans ce cas-là, les bénéfices apportés par AgiliTest restent importants. Vous pilotez l'ensemble des tests fonctionnels automatisés et éventuellement des tests multicanaux nécessaires à l'élaboration de vos scénarios métiers. Et dans ce sens, vous allez pouvoir même faire des tests end-to-end, hein, c'est-à-dire des vrais scénarios qui retracent le parcours d'un utilisateur, quelle que soit la technologie utilisée. Vous pouvez même faire travailler vos équipes de support client avec AgiliTest pour remonter des scénarios de bugs clients sous forme de script ATS qui seront ensuite modifiés pour faire des tests de non-régression une fois que le bug sera corrigé. Et on peut aussi envisager que les équipes de documentation utilisent des vidéos produites par AgiliTest et qui permettent d'avoir une explication du fonctionnement d'un process précis. Alors on peut considérer que l'ensemble du processus de production logicielle est lignifié, que les métiers sont intégrés en équipe autonome très facilement remobilisables. Le métier de testeur est fortement revalorisé en forte proximité avec les PO et les développeurs. Vous allez réduire les délais de validation, vous allez les quantifier, les maîtriser, et pour assurer des livraisons régulières. Hein. Et donc aussi, vous pourrez vous engager aussi sur des délais de correction des bugs auprès de vos clients. Vous n'aurez plus de stabilisation éprouvante pour les équipes et plus de rupture de flux de production entre deux versions, notamment quand vos équipes de validation sont encore sur la validation de la non-régression de la version précédente. Les bugs vont être découverts au plus tôt et donc corrigés très rapidement par les personnes qui les ont produits. Vous n'avez plus de plateau dédié maintenance. Tout le monde est responsable de sa propre production.
Vous allez aussi pouvoir réduire les activités de maintenance et de support client. Voilà, alors j'ai fini avec les projets types. J'ai abordé à plusieurs fois les gains qui vont pouvoir être envisagés par les équipes et je voudrais d'abord dire qu'il est difficile d'annoncer des chiffres puisque cela dépend évidemment de vos projets et d'où vous partez. Mais nous avons systématiquement remarqué des gains importants de plusieurs types chez nos clients. Premièrement, en termes de délai, les délais de validation finale ou stabilisation, évidemment. Nous allons réduire considérablement la validation manuelle. Les délais de découverte des régressions, cela dépend de la fréquence de rejeu des tests. Un objectif correct est de partir sur environ, mettons, une fois par jour pour avoir un statut précis le lendemain sur les commits des développeurs de la veille. La charge de travail du support client concernant les bugs est aussi réduite, avec une réduction des régressions notamment, et un cercle vertueux à mettre en œuvre sur les problèmes qui sont remontés par les clients, de façon à systématiquement les traiter rapidement et ne plus qu'ils se reproduisent. Vous travaillez en flux avec les équipes de développeurs, donc vous n'allez plus attendre que les versions soient délivrées pour commencer les tests. Et tout le monde peut travailler en même temps sur la version actuelle. Et ça va quand même beaucoup changer la donne. En termes de risque aussi, vous allez dérisquer votre processus de production avec une capacité à livrer plus régulièrement. Alors ça va dépendre aussi de votre stratégie de validation. Vous pouvez délivrer une version intermédiaire en ayant de la validation unitaire et fonctionnelle de non-régression, ainsi que les tests de nouveauté et envisager la livraison d'une version complète incluant d'autres types de tests, des performances par exemple, et certains tests manuels que vous ne pourrez pas automatiser. Vous pourrez évaluer aussi le risque à délivrer une version. Plus vous allez couvrir votre application, plus vous allez dérisquer les livraisons car vous aurez un statut clair sur tous les pans fonctionnels couverts. Ça ne veut pas dire que vous allez réduire les bugs, mais vous aurez un outil pour savoir parfaitement où vous en êtes. Vous allez revaloriser le travail des testeurs avec moins de tests manuels répétitifs. Et là, vos équipes de test vont vous remercier. La validation métier, évidemment, c'est ce qu'on doit viser lorsqu'on valide un logiciel. On peut parler de user experience, de customer experience. C'est la parfaite adéquation entre votre logiciel et le client et son besoin. Et force est de constater qu'actuellement, la validation consiste à vérifier un ensemble de fonctions. Donc, donnez-vous les moyens d'évaluer l'expérience de vos clients sur des vrais cas d'usage et des cas métiers. Une collaboration plus efficace, vous allez remettre la validation et les testeurs au centre des enjeux et de la collaboration avec le reste des équipes car ils ont une vision complémentaire du logiciel que vous créez. En termes d'organisation, la mise en œuvre d'Agilites va vous permettre de vous orienter vers des équipes intégrées plus autonomes et responsables. Ça n'est pas une obligation évidemment, mais vous allez pouvoir supprimer l'effet silo et le pilotage centralisé pour plus de collaboration et de flexibilité. Alors en conclusion, cette présentation était orientée autour de notre solution Agilites que nous avons réalisée après avoir fait l'ensemble des constats que je viens de vous présenter. Et donc elle est parfaitement adaptée pour résoudre tous les problèmes que nous avons identifiés. Un certain nombre d'entre eux ne nécessitent pas d'outils d'automatisation et vous pouvez les mettre en œuvre immédiatement. Si par contre vous souhaitez envisager l'automatisation, sachez qu'une version d'Agilitest est disponible gratuitement pendant un mois sur notre site internet. Les points qui nous semblent importants et qui guident aussi nos activités: soyez orienté client, échangez régulièrement avec vos clients et comprenez leurs besoins. Prenez du recul par rapport à votre processus de production pour évaluer son efficacité globale et pas uniquement à votre niveau. Intégrez l'amélioration continue à votre fonctionnement. La méthode des pas à pas est préférable au Big Bang. Faites simple, évaluez et confrontez les solutions et déployez progressivement. Organisez des équipes autonomes, ça n'est pas une nécessité, mais cela peut faciliter le travail de tout le monde. Évidemment, cela va avec la responsabilisation qui va avec. Soyez agile plutôt que faites de l'agile. Posez-vous les questions propres à votre organisation et votre projet sans forcément appliquer des préceptes ou des recettes qui ne seront pas adaptées. Et bien évidemment, automatisez tout ce que vous pouvez. Sur ce sujet, nous portons un discours un peu novateur et chacun pourra envisager ce qu'il convient de faire en fonction de son projet. Voilà, ma présentation est terminée. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante et je vous propose maintenant de passer aux questions.